on est dans Mm. une société où effectivement on a quand même besoin d'avoir des rentrées d'argent si on veut, ne serait-ce que acheter à manger. J'avais l'illusion que ça me permettrait de bien accompagner mes enfants. Mais je dis Mhm. l'illusion parce qu'en réalité, ça s'est pas du tout révélé vrai. La souffrance au travail, c'est pas une fatalité, qu'on peut faire des choix différemment. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être soi, en compagnie de Virginie Adèle. Bonjour Virginie, Bonjour Julita. je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Et moi, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Tu es coach pour tous ceux qui souffrent au travail et qui aimeraient faire une reconversion. Ça fait partie de ton parcours. Toi aussi, tu es arrivé au bout de ce qui portait du sens dans ton travail et tu as décidé de tout changer. Tu nous raconteras ce parcours parce que c'est celui-là qui est extrêmement inspirant et qui peut indiquer que la souffrance au travail, c'est pas une fatalité, qu'on peut faire des choix différemment, même quand sur le papier, le travail, il est confortable, parfait, apprécié. Oui, tout à fait. Tu étais enseignante. Oui, mais c'était déjà une reconversion. Tu enseignais quoi? J'enseignais au primaire, des élèves Donc, donc entre le CE1 et le CM2. donc tu étais professeur des écoles. C'est ça. Donc, un moment dans ta vie, tu t'es dit que ça va être ta mission de vie ou c'était un peu plus mitigé? Ah non, complètement. Quand j'ai fait ma première reconversion, puisque j'ai commencé dans l'industrie, bah, effectivement, je me suis dit, waouh, je peux faire professeur des écoles, j'ai trop envie, c'est top, ça correspond à un moment où j'avais mes enfants, où voilà, j'étais peut-être beaucoup plus sensible à l'intérêt, à l'éveil des enfants. Et oui, je pense que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais c'est tellement divers, parce que j'ai commencé par des remplacements. C'est tellement divers entre les enfants qui sont différents, les collègues qui sont différents, les conditions d'exercice qui sont différentes, les parents qui sont différents, que je risque pas de m'ennuyer en fait. Tu es allé vraiment avec toute ton énergie et toute ton envie vers les écoles. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé par la suite? Je pense de la fatigue. Je n'irai pas jusqu'à dire de l'épuisement parce que je pense que j'ai eu la chance de ne pas aller jusque-là. Mais de la fatigue, effectivement, qui s'accumulait au fil des années. Au départ, 2 mois de vacances, c'est top, hein, Oui. même si effectivement il y a une partie des vacances, faut pas se mentir, hein, pendant laquelle on travaille. Mais au départ, c'était large. Je me disais, c'est chouette, 2 mois de vacances. On a le temps et de travailler et de faire autre chose. C'est super. Et plus les années s'accumulent et plus on se rend compte qu'en fait, 2 mois, c'est tout juste assez pour souffler. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, ouf, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai commencé par prendre une année sabbatique. Mais Première. moi, je considère toujours que si le meilleur moment dans ton travail, ce sont des congés ou des vacances, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est très bien d'être en congé, c'est très bien de souffler, mais si c'est la seule motivation, ça veut dire que le travail ne nous satisfait pas. Ah, bien sûr, c'était pas du tout la chose la plus importante pour moi, hein. C'est Ouais, juste, c'était le premier indice, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand je me suis rendu compte que ces 2 mois de vacances, qui au début me semblaient énormes, ouais. au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, c'est tout juste assez pour que je retrouve mon énergie pour la rentrée. Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, quoi. C'était vraiment un indicateur. Parce que j'ai toujours été bien dans mes classes, hein, et jusqu'au bout, hein. Je n'ai pas attendu d'en Ouais. avoir assez pour arrêter, justement. C'est un peu le principe. Moi, je considère que on ne doit pas aller jusqu'au bout du bout. Moi, Ouais. c'est ma façon de voir les choses. J'aurais pu continuer encore à enseigner. J'ai pas voulu forcer jusqu'au bout. Je me suis dit non, tant pis, j'aime encore ça, mais je crois que c'est le moment de changer. Justement parce qu'il y avait ces petits indicateurs de fatigue, en fait, qui s'accumulaient au fil des années. Je comprends. J'aimerais bien que tu nous parles de cette décision de changer qui est particulièrement difficile quand on a un travail socialement reconnu et assez confortable.
Dans certains métiers, j'appelle ça des cages dorées parce que ça va être le salaire. Quand quelqu'un a un très bon poste, mais qui n'est pas du tout aligné avec ses envies, avec ce qu'il aimerait faire dans sa vie, c'est très difficile de faire le choix parce que ces cages dorées nous maintiennent. Dans l'enseignement, c'est encore autre chose parce que ce n'est pas un métier suffisamment payé, à mon goût en tout cas, mais c'est un métier qui, sur papier, est confortable. Comme tu dis, il y a des vacances, il est assez gérable pour des mamans qui ont des enfants. En plus, c'est un métier de mission, un rôle indispensable. Les enseignants, vous éduquez les prochaines générations, donc c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Et puis, c'est un travail qui a la sécurité d'emploi qui dans notre Oui. société est assez parlant. Et pour toutes ces raisons, la reconversion, elle est difficile à envisager. Oui, alors par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, la sécurité de l'emploi, c'était un des critères qui m'ont incité à me diriger vers ce métier, hein, clairement. Par contre, juste un petit bémol, avant que j'oublie de préciser ça. Effectivement, je pense que j'avais l'illusion que ça me permettrait de bien accompagner mes enfants. Mais je dis Mhm. l'illusion parce qu'en réalité, ça s'est pas du tout révélé vrai. Je me suis mieux occupée de mes enfants avant d'être enseignante qu'après, je pense. Parce que finalement, le fait de s'occuper des enfants des autres, ben, en fait, on est très, enfin, effectivement, c'est un métier dans lequel on est très investi, hein. Alors, mes enfants Ouais. ont énormément de souvenirs d'avoir passé du temps avec moi à la bibliothèque, à aller chercher des livres, à l'école, faire des manifestations, préparer des choses. Enfin, voilà, ils ont beaucoup de souvenirs comme ça, hein. Donc, quelque part, Hmm. c'est oui, j'ai passé du temps avec eux, mais est-ce que j'étais vraiment présente avec eux? Je pense pas toujours. Moi, je suis fille d'enseignante et c'est vrai que ce que tu dis, ça me éveille quelques souvenirs quand ma maman rentrait, qui me disait, les filles, un petit peu de calme parce que là, j'ai la tête qui explose. Et effectivement, il y avait cette overdose de compagnie des petits qui font du bruit, qui sont pleins d'énergie et qui réclament constamment une présence assez soutenue. Alors, moi, j'ai pas eu ce contexte-là parce que bah, peut-être parce que je ne suis pas restée suffisamment longtemps, hein. Comme je disais, un Ouais. peu plus de 15 ans, mais c'est pas non plus 30 ans, hein. Donc je ne suis pas allée jusqu'à cette fatigue, effectivement, jusqu'à dire aux enfants le soir, du calme, j'ai besoin de calme. Donc, en fait, je faisais mon sas aussi entre les deux, je pense. Mais je pense que j'ai beaucoup investi mes enfants dans mon travail plutôt que l'inverse. Hmm. Ouais. Vois. Là où je me disais qu'effectivement, mon métier d'enseignante peut-être m'aiderait à être une meilleure maman, entre guillemets, c'était peut-être un peu l'illusion que j'avais au départ. Et au final, je me dis que peut-être que c'est plus le fait d'être une maman qui m'a aidée dans mon métier d'enseignante. Hmm. Très intéressant. Merci Mm. pour ce partage. Je ne sais pas si ça parle aux enseignants qui nous écoutent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences à vous. Quand tu as senti que tu es au bout, que tu aimerais changer, c'était quoi les freins de cette reconversion? Alors, le premier frein, ça a été, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que Hmm. venant de l'industrie, au départ, j'étais encore très jeune, donc je me disais, je peux faire n'importe quoi, à la limite, je peux réapprendre un nouveau métier, etc. Après, ben, l'âge n'est plus le même, les disponibilités sont plus les mêmes, puisque j'avais des enfants. Sur un CV, c'est pareil, hein, le fait d'avoir des enfants, de venir du monde de l'éducation et notamment de la fonction publique et de l'éducation nationale, c'est pas Hmm. forcément très vendeur. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Oui. Et c'est vrai que j'ai envisagé un peu la formation pour adultes au départ, parce que je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas? Ça peut être peut-être un domaine dans lequel ça peut être un avantage Hmm. d'avoir enseigné, même si c'est à des enfants. Je sentais que c'était pas encore forcément ça, je me sentais pas forcément à l'aise. Le premier frein, ça a été ça, de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Parce que pour moi, un métier, ça doit pas être quelque chose qui prend du temps dans la journée, ça doit être quelque chose qu'on fait avec le cœur. S'engager dans un métier, pour moi, c'est vraiment aimer ce qu'on fait, quel que soit le domaine de mon travail, en fait, hein. Et est-ce que tu as trouvé ce que tu feras après quand tu étais encore en poste ou tu es partie et tu as commencé les recherches? Non, ah non, j'ai commencé les recherches avant. Parce que le deuxième frein, forcément, c'est mais oui, mais qu'est-ce que je vais devenir?
si je démissionne, parce que j'avais envisagé la démission, on n'accordait plus en fait les années sabbatiques, hein, les disponibilités, sauf de droit, mais j'avais aucune raison de prendre une disponibilité de droit. Donc, envisager la démission, ça voulait dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Comment je vais vivre? De quoi je vais vivre en fait? Donc, le Mm. deuxième frein, c'est ça. Effectivement, se dire, je quitte la sécurité de l'emploi, soit Mm. j'arrive à un moment de ma vie où peut-être je peux être moins dépendante financièrement d'un travail, mais quand même, on est dans Mm. une société où effectivement on a quand même besoin d'avoir des rentrées d'argent si on veut, ne serait-ce que acheter à manger. Donc, Ouais. donc ça, c'était le Et, deuxième frein. et donc, tu es partie il y a combien de temps? Il y a déjà 5 ans, Il y a presque, 5 ans. presque 5 ans. Quel est ton regard aujourd'hui sur ta décision et les 5 années qui se sont écoulées depuis? Alors bah déjà, très contente de l'avoir fait, aucun regret, ça c'est clair. D'autant plus que j'ai démissionné donc à la rentrée 2019 Ouais, et que voilà, c'était juste avant le Covid et je pense que la période de Covid, je n'aurais pas supporté en tant qu'enseignante, ouais, c'était clairement. extrêmement compliqué, effectivement. Voilà. Ouais, je pense que j'aurais pas supporté de voir d'aussi près la souffrance de toutes ces familles qui se sont retrouvées confinées dans leur petit appartement en haut d'un immeuble. Voilà, je pense que ça, je me suis un petit peu protégée sans le savoir. Et puis, ben, une vraie liberté retrouvée que je ne soupçonnais même pas, je pense. Voilà. J'avais besoin de cette liberté au point que même des tests pour savoir vers quel métier me tourner, en fait, j'ai tombé sur des métiers genre jardinier, ce genre de choses, en fait, alors que j'ai pas du tout la main verte. C'est pas et en fait, la personne qui m'a fait faire les tests m'a dit, mais ça peut être aussi révélateur d'un besoin de liberté. Ah oui. Et c'est vrai que j'adore courir dans la nature, j'adore être dehors. Et en fait, ça me manquait parce que Mm. ben, en fait, je m'étais jamais autorisé ça non plus avec une classe. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'école hors la classe, quoi, hein, l'école du dehors, Mm. etc. Je m'étais jamais trop autorisé ça, en fait. Et c'est très contraignant de sortir d'une classe avec des élèves de primaire. Énormément d'autorisation, et ça me saoulait, en fait. Donc, je Ouais. pense que ça m'a manqué, effectivement. C'est ce que je recherchais un peu. Donc, En partant, tu t'es dirigée vers le métier de coach? oui. Oui, parce qu'en fait, ben voilà, à force de chercher, justement, je cherchais pas un métier en particulier, j'ai cherché tous azimuts en me disant, mais qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je sais faire. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu le lien entre tout ça. Et je me suis dit que ben, j'avais déjà été salariée dans l'industrie, j'avais déjà été fonctionnaire, et en fait, je n'avais pas testé l'entrepreneuriat, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, puisque j'ai ce besoin de liberté. Bah, être à mon compte, au moins, ça me permettrait d'être libre de ce point de vue-là. Et, euh, et en fait, bah, après, je me suis dit, oui, mais je n'ai pas d'idée particulière, je n'ai pas de savoir-faire particulier, je ne sais pas Mm. fabriquer les choses. Et en fait, le métier de coach, je ne connaissais pas, en fait, hein. Pour être honnête, Mm. il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, coach, c'était coach sportif. C'était le Mm. seul contexte dans lequel je connaissais le coaching. Et en fait, quand je me suis un petit peu intéressée à ce métier, parce que je cherchais justement tous azimuts et que je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ah, bon, en fait, je connais pas, coach, c'est quoi? Et je me suis dit, ah, mais ouais, mais trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Mm. Et donc, après avoir pris cette décision, tu t'es tout naturellement tourné vers le coaching de reconversion. Oui, alors d'abord en direction des enseignants, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de souffrances et beaucoup de souffrances incomprises et pas entendues, dans le sens Mm. où, ben pour l'instant, au niveau de l'éducation nationale, c'est pas du tout encore vraiment acquis qu'il y a de la souffrance. Mm. Voilà, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus dans les entreprises. C'est difficile dans l'éducation nationale. C'est pas encore le sujet numéro un. n'est pas encore vraiment d'actualité. Donc c'est vrai que la première cible, c'était vraiment les enseignants parce que je me suis dit, il y a vraiment trop de souffrance et c'est trop dommage. Parce que qui est-ce qui empathie au final? C'est les enfants. Bien sûr. Donc ça a été effectivement le premier public vers lequel je me suis dirigée. Et en fait, en proposant des choses petit à petit, je me suis rendu compte que ça intéressait aussi d'autres personnes, même si mon discours s'adressait aux enseignants, ça parlait à d'autres personnes qui n'étaient pas enseignantes. Et je me suis dit, ben voilà, il n'y a pas de raison. L'idée, c'est pas d'être exclusivement envers les enseignants. C'est juste
parce que je sais que ça me parle beaucoup, parce que voilà, mais la plus grande partie de ma carrière a été dans l'enseignement. Mais effectivement, si ça parle à d'autres personnes, j'ai j'ai plutôt envie d'aider d'autres personnes aussi, évidemment. Ouais. Effectivement, on peut trouver beaucoup de similitudes chez les personnes qui souffrent au travail, qu'elles Mm. soient enseignantes, qu'elles soient dans l'industrie, qu'elles soient dans les métiers tertiaires. Ça se rejoint souvent sur un mal-être, sur un épuisement, sur une perte de sens. Donc, effectivement, je pense que tu as des longues années de travail devant toi. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis que j'ai commencé, j'ai contacté différentes personnes, y compris des personnes qui s'adressent exactement au même public que moi. Et franchement, à aucun moment, personne ne m'a dit, ah non, mais on est concurrents, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de besoins qu'on sent bien que de toute façon, enfin, on a besoin de Ouais. vrai ensemble. Parce C'est, que comme tu disais, on parle depuis des années du bien-être au travail, mais au départ, on l'a pris un petit peu à la légère et on s'imaginait que si on installait des baby-foot dans les salles de pause, on mettait des plantes vertes et on proposait un atelier de sophrologie, ça fera l'affaire. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le problème, il est beaucoup plus profond, qu'il est beaucoup plus individualisé, qu'il est beaucoup plus lié au poste spécifique, que les besoins d'un manager et les souffrances d'un manager ne vont pas être du tout les mêmes que les besoins et les souffrances d'un technicien et que tout ça a besoin d'être pris en compte, entendu et reconnu. oui, oui, c'est clair. Mm. Donc, merci pour cette belle mission que tu t'es donnée. Elle est loin d'être facile parce que ça veut dire que, au long de la journée, tu entends les gens qui souffrent et qui cherchent une solution. Et on sait dans nos métiers de coach combien c'est important de prêter l'oreille, mais de garder notre unicité et notre santé mentale. Et c'est aussi, je pense, effectivement, l'avantage, c'est ce que je me dis, d'avoir choisi en fait ce thème de la reconversion, parce que j'ai toujours fait des reconversions épanouissantes. Enfin, c'est-à-dire que Mhm. il n'y a pas un moment où je me suis dit, mince, j'aurais dû rester, j'aurais pas dû faire ci. Non, à chaque fois, c'est pour du mieux. Donc, je sais que c'est possible. Et en fait, forcément, en sachant que c'est possible, je pense qu'on le transmet en partie, quoi. J'aimerais que tu nous parles des bienfaits qui écoulent d'une reconversion. Parce que c'est un mot tabou, parce que ça veut dire qu'on va révolutionner notre vie tout de même. Et reconversion, ça fait pas rêver tout le monde, c'est parfois lié à des plans de licenciement, donc grande souffrance, des traumatismes collectifs. Il y a une bonne partie des reconversions qui sont pas voulues, mais qui sont imposées. Et quand je te regarde, bon, là, on est en podcast, donc les gens, ils ne voient pas ton visage, mais tu es souriante, solaire, et je me dis qu'avec toi, le mot reconversion fait envie. Qu'est-ce que tu mets dans le sens de mot reconversion? Mais en fait, je pense qu'on évolue dans la vie. Comme tu dis, il y a des changements qui sont voulus et d'autres qui sont subis. On subit des changements, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Donc, Mhm, même si on a envie de rester la même personne, avec la même énergie, avec la même direction, etc., c'est pas possible. En fait, il y a des changements qui s'imposent à nous, qu'ils soient professionnels ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, mhm, dans nos autres domaines de vie sont concernés quand on fait une reconversion professionnelle. Je pense que une reconversion choisie doit être faite à un bon moment. Il y a des moments mhm. où effectivement c'est plus compliqué que d'autres, mais ça peut se préparer longtemps à l'avance. En fait, moi, quand j'ai voulu faire ma deuxième reconversion, c'était très longtemps à l'avance. J'ai commencé à me renseigner peut-être 5 6 ans avant. Ouais, Et en me disant, c'est pas pour tout de suite, parce que pour l'instant, je suis encore bien, mais je me rends compte que peut-être j'aurais pas envie ou j'aurais pas l'énergie de faire ça jusqu'à 60 ou plus. ouais, Et donc, je commençais à me dire, qu'est-ce que je ferai après, avant ouais. même d'avoir l'idée de partir. Et je pense que en fait, c'est énergisant de se dire que, on n'est pas limité. C'est ça, en fait, c'est ça. On n'est pas limité à son emploi. Il y a un Mm, peu de ça, il y a un peu ce côté, il y a une vie avant le travail, il y a une vie après le travail, même si on adore ça, même si on aime ce qu'on fait. Notre travail, c'est pas nous, ça nous définit pas complètement. Les changements qu'on peut subir dans la vie, qu'ils soient professionnels ou pas, forcément, ça implique des changements. Ça peut être une façon je pense, de se retrouver, de mm. redonner du sens professionnel à sa vie, en fait. Je disais une fois à une amie, des fois, ça peut être un équilibre. Il y a des gens qui divorcent
parce qu'ils priorisent leur travail. Pourquoi tu dis ça? C'est bizarre de voir ça comme ça. Je dis, mais non, les choses sont tellement liées en fait, et on ne se Ouais, rend pas forcément compte. Le départ des enfants de la maison, c'est aussi un moment de changement. Ça peut être l'opportunité justement de se dire, ben, peut-être que je peux moi aussi envisager autre chose. Ben voilà, c'est des phases de vie en fait, je pense, il peut y avoir une résistance, hein, comme à tout changement. Il peut y avoir une mm, résistance à un moment de dire non, mais mon métier, comme tu disais, hein, je suis bien, les gens me respectent parce que j'ai ce métier, mon banquier me respecte, mon conjoint me respecte, ma famille me respecte, voilà, j'ai pas de soucis avec mon compte en banque, je fais ce que je veux tous les mois. Oui, mais bah, s'il n'y a pas le sens, s'il n'y a plus l'énergie, s'il y a plus, bah, il faut peut-être reconsidérer tout ça en fait. Justement, pour moi, l'idée d'envisager une reconversion, c'est faire un petit peu le bilan de tout ça, de tout, ouais, de l'énergie qu'on a, de ce qui nous apporte de la joie, de ce qu'on vit d'un point de vue familial, de ce qu'on vit d'un point de vue relation, d'un point de vue du travail. Faire le bilan de tout ça et se dire maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce ouais, que je fais est aligné avec ce que j'aime? ouais. Est-ce que tout ça, ça me donne de l'énergie? Est-ce que je me sens vivant? Enfin voilà, tout ça. Et du coup, c'est super. Enfin, au contraire, moi, je trouve ça génial, quoi. Magnifique. Donc, si je résume dans le mot reconversion, on peut mettre le premier mot dont tu as parlé, c'était la liberté, Ouais. et ensuite l'épanouissement, l'énergie, la joie de vivre, Mm. mission, le sens. Tout ça, c'est extrêmement important et c'est ça le prix qu'on paye si jamais on décide de rester dans un métier qui est dépourvu de toutes ces valeurs. Oui, parce qu'en fait, le souci, moi, je trouve, c'est que quand on s'épuise, finalement, en fait, c'est comme si on avait des œillères et que notre Mm. champ de vision se rétrécissait. Et on a l'impression qu'on ne voit que ce qui ne va plus, on ne voit que ce qui va mal. Et finalement, on ne voit plus toutes les possibilités qui s'offrent à nous de changer quelque chose, justement. Mais quand on vit le rythme, on dit métro, boulot, dodo parce que c'est la région parisienne, mais pour tous ceux qui remplacent le métro par la voiture, ça revient à la même chose. Exactement. Et Mm. si on rentre sur ces rails-là, si on y ajoute du Netflix et des réseaux sociaux à scroller le soir, notre vie effectivement se rétrécit. En tout cas, notre joie de vivre, le sens de notre vie se rétrécit dangereusement. Alors qu'il y a des centaines de milliers d'opportunités dans la vie, en fait, hein. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment où c'est évident, où il y a toujours une part d'insécurité, de peur, et il faut y aller malgré tout? Oui, je pense qu'il y a toujours une part d'hésitation, d'insécurité, de peur. Ça disparaîtra jamais complètement parce que ça, finalement, c'est ce qu'on se raconte. C'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, elle est normale, elle est légitime quelque part. Il faut l'entendre aussi, hein, parce que effectivement, un changement implique, même un changement voulu, implique des changements non désirés, Bien forcément. sûr, bien Voilà. sûr. Donc, effectivement, je pense qu'il faut être d'accord avec ça. Justement, je pense que c'est important de bien prendre la mesure de tout ce qui est hyper important, de la base, Ouais. l'essentiel en fait, l'essentiel. Mm. Qu'est-ce que... Qui n'est pas le même pour tout le monde. J'aimerais Exactement, souligner ça parce que exactement. on vit dans un monde où on aime bien mettre dans les cases les étiquettes et généraliser. Soyons libres de mettre dans notre sacoche de l'essentiel ce qui est important pour nous et ce n'est pas la même chose que pour notre conjoint, que pour nos parents, nos voisins, nos collègues, hein. C'est ça, c'est exactement ça. Et parfois, je pense que justement, on peut être, comme on vit dans une société, on peut être effectivement très influencé par Mm, notre entourage, proche ou pas, hein. Et effectivement, se dire que bah, ça, c'est important pour moi parce que ça l'est d'un point de vue général. Quand on va plus en profondeur sur ce qui est important pour nous, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a un décalage entre ce qui est mm. important, ce qu'on pensait important, parce que bah, c'est valorisé socialement, etc., et ce qu'il est réellement pour nous. Et effectivement, comme tu dis, c'est important de bien comprendre que c'est chacun a ses importants et ses essentiels. Ouais. Et ce que j'aimerais souligner, parce que c'est la question que j'ai souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que mes importants sont différents de mon entourage le plus proche? Et j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. Mm. Personnellement,
je me suis rendu compte à un moment donné, assez longtemps, que mon essentiel, c'était la liberté. On la partage avec toi. La liberté était extrêmement importante. Et je me suis rendu compte aussi que pour mon mari, c'est pas tellement le cas. Il est militaire et il y a d'autres principes dans sa vie. La liberté dans l'armée, c'est pas vraiment le principe, mais il est très attaché à son métier, à sa mission de militaire. Ça nous empêche pas de vivre une vie de couple épanouie avec des différents si opposés. Parce Bien sûr. qu'on en parle et on se complète et on on, on s'influence différemment. Donc j'ai envie de dire que se poser des questions sur soi, d'aller vers une joie de vivre et d'aller vers son propre épanouissement, ce n'est ni dangereux pour notre vie familiale ou la vie avec des amis, et ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre. Ouais, et tu as raison de parler de ça parce qu'effectivement, je pense que enfin, l'étape d'après, je ne sais pas si c'est après, pour moi, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est la communication. Mm. Effectivement, une fois qu'on comprend ces essentiels, c'est essentiel, c'est le cas de le dire, de les communiquer à ses proches. Ouais. Avant tout, on n'est pas obligé de le communiquer à la terre entière, mais oui, que ses proches soient OK avec ça et qu'on s'intéresse aussi justement aux essentiels de l'autre et des autres. Mm. Parce que tout simplement, parfois on vit les uns avec les autres sans forcément, ben, on s'imagine que les autres pensent comme nous et ressentent la même chose que nous et ont besoin des mêmes choses. Mm. Même si c'est pas vrai. Voilà, on est un peu dans cette illusion-là parfois, hein. Comme je te le disais, moi je connaissais pas du tout le métier de coach il y a une dizaine d'années. Et même, je dirais, il y a à peine, ouais, il y a une petite dizaine d'années que j'ai découvert le développement personnel. Je connaissais pas du tout avant. Donc, Mm. ça a été une révolution aussi, hein. Ouais, en général, la découverte de développement personnel, si on y saute vraiment pieds joints dedans, c'est une petite révolution dans la vie, ouais. Et puis après, il y a la découverte et puis il y a se l'approprier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement, il faut bien comprendre que c'est pas juste des principes à appliquer, c'est Ouais, vraiment ressentir ce qui est bien pour nous et tester dans la vraie vie les principes qui sont sur le papier, quoi. ouais. Quand on commence à s'intéresser au développement personnel, il y a toujours des étapes qui sont quasiment répétitives pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, on va être consommateur. On va lire, écouter, regarder des vidéos. On va vraiment consommer avec beaucoup de gourmandise tout le contenu du développement personnel. Ensuite, la deuxième étape que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit tous les principes chez les autres. Ah, mais je me suis rendu compte que ma voisine, elle fait comme ça. Je me suis rendu compte que mes collègues, que mon mari. Et puis, le développement personnel, notre développement personnel commence quand on commence à s'apercevoir que nous aussi, on a des axes à régler, qu'on a des étapes à passer et qu'on a besoin de changer certaines choses chez nous. Et là, Ouais, le vrai travail commence et c'est celui qui est le plus dérangeant, mais le plus épanouissant également. ouais. Et moi, ce que j'adore, j'ai découvert aussi le principe du cadran d'Hoffmann. Mhm. Et ce que tu dis quand tu dis on constate les choses chez les autres, c'est vrai, mais c'est tellement nourrissant. C'est-à-dire qu'au final, on se rend compte que ce qu'on voit chez les autres, ça nous Mhm. révèle des choses chez nous. Bien sûr. Et ça, c'est pas du tout, comme tu dis, c'est la troisième étape. C'est que, en fait, ce qu'on observe chez les autres, ce qui nous dérange chez les autres, c'est nos parts d'ombre qu'on n'arrive pas Ouais. à accepter. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Mm. Nous avons donné beaucoup de sens et beaucoup de joie autour des mots qui peuvent faire peur parfois, des étapes qui sont déterminantes. Et ton parcours, il est extrêmement inspirant pour tous ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour finir? Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est juste d'être effectivement juste conscient de ça. Il y a des possibilités.
même quand on se sent prisonnier, prisonnière, il y a des possibilités. On peut aller les chercher. Et moi, j'aimerais ajouter que si jamais vous nous avez écoutés avec attention et que le mot réconversion a vibré pour vous, allez voir ce que fait Virginie Adèle sur Instagram. Tu as un magnifique podcast également sur Spotify et tu accompagnes toutes les personnes qui hésitent encore ou qui sont déjà bien décidées. En tout cas, tu es le guide dans cette aventure de réconversion et le guide solaire, joyeux et épanouissant. Merci, Julita. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.